Cette abondance énergétique nous a également amené les moyens de transport. Retenez, sans rentrer dans les détails, que plus un moyen de transport est moderne et plus sa consommation par kilomètre est élevée. Donc on avait du vélo, on avait de la marche à pied, on a eu du vélo, on a eu du bus, on a eu du train, etc. Puis aujourd'hui on a l'avion qui est le mode de transport le plus énergivore par personne de tous ceux qu'on peut imaginer. Une fois qu'on a eu ces moyens de transport extrêmement performants, on en a profité aussi pour en faire autre chose. Alors, juste une petite incidente. Dans les inhomogénéités, dans les séries longues, vous avez un autre truc qu'il faut voir, c'est qu'avec le temps, certains objets peuvent ne plus être affectés uniquement à leur fonction initiale. Parce qu'une voiture, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un moyen de transport, c'est aussi un salon sur roulette, donc c'est votre espace à vous que vous transportez jusqu'à la porte du bureau. Et ça, c'est également quelque chose qui a une valeur. Et c'est également un objet de statut. Donc je fais une petite parenthèse là aussi sur l'inhomogénéité des séries. Une voiture, quand vous la comparez à autre chose, parfois c'est difficile de savoir à quoi. Et alors voilà le dernier avatar de la voiture. Ça, c'est la voiture autonome by Ikea. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un salon sur roulette? Est-ce que c'est un ordinateur sur roulette qui accessoirement vous transporte? C'est quoi ce truc-là? La voiture autonome, connectée. Bon, voilà. Donc vous avez de temps en temps, là aussi, des inhomogénéités auxquelles il faut faire attention. Et pour en revenir à l'objet premier qui est de se déplacer... Quand vous dites la voiture, elle consomme plus aujourd'hui au kilomètre? Non, les moyens, plus ils sont modernes, plus ils consomment par kilomètre. Donc vous dites que la voiture d'aujourd'hui consomme plus que... Non, non. Ce que je dis, c'est que la voiture consomme plus que l'avion, qui est un moyen plus moderne. Et la voiture consomme moins que l'avion, pardon, et l'avion est plus moderne. Que la voiture consomme plus que le train, qui est un truc plus ancien, etc. Et plus que le bus, et le bus lui-même consomme plus que le vélo, qui est plus ancien, etc. Donc en gros, plus un moyen est moderne, plus sa consommation par kilomètre est élevée. Et en fait, c'est ce que je représente ici. Ce que vous avez ici, c'est un graphique qui vous donne la quantité d'énergie utilisée en grammes équivalent pétrole. Donc quand c'est ça, ça ou ça, c'est vraiment du pétrole, par passager kilomètre. C'est ce que vous avez là. Et vous voyez qu'avec le temps, ça monte. C'est-à-dire que c'est plus faible pour le train que pour le bus, plus faible pour le bus que pour la voiture, plus faible pour la voiture que pour l'avion. Et là, vous avez la quantité de voyageurs kilomètres effectués dans l'année. Donc la surface vous donne la quantité d'énergie qui est affectée à chaque mode de transport. Et donc là, vous comprenez que c'est la route qui domine aujourd'hui les transports qu'on effectue. Et je le redis, donc le sens de l'histoire est d'être allé de moyens économes vers des moyens moins économes. Parce qu'il y avait de plus en plus d'énergie disponible par personne. Qui dans cette salle n'a jamais pris l'avion ? 2. J'ai bien compté ou pas? Bon. J'aurais posé la même question en 1950, il aurait fallu que je la pose dans l'autre sens. C'est-à-dire, qui dans cette salle a déjà pris l'avion? Et j'aurais probablement eu 2 mains qui se seraient levées. L'avion est un truc qui, aujourd'hui, dans votre catégorie socio-professionnelle et dans votre pays, est un truc qu'on utilise comme on respire. C'est extrêmement récent. Et soit dit en passant, quand vous aurez mon âge, c'est pas complètement sûr que ce sera toujours le cas. C'est extrêmement récent parce que c'est quelque chose qui demande des très très grandes quantités d'énergie. Retenez qu'un aller-retour Paris-New York, c'est une très très grande baignoire de pétrole. C'est 400 à 500 litres de pétrole par personne pour un voyage. C'est-à-dire à peu près la même chose que la consommation annuelle de quelqu'un qui utilise sa voiture. Pour un voyage. Ça fait beaucoup, hein. Bon. Donc, l'ouverture sur l'étranger de l'école des mines, en 2060, pardon, de Mines Paris Tech, excusez-moi, il faut que je vive avec mon temps, en 2060, c'est pas complètement exclu que ça ressemble plus au train de nuit pour aller en Suède qu'à l'avion pour aller à Kuala Lumpur, voilà. Ou en Chine. Ou alors vous reviendrez au bateau à moitié à voile pour aller en Chine, ça vous prendra un mois, ça vous fera des souvenirs. Et vous voyez ici la façon dont les gens se déplacent sur un siècle et demi, non, sur 2 siècles, pardon. Et vous avez en échelle logarithmique ici le nombre de kilomètres effectués par personne et par jour. Et là, vous avez les différents moyens de transport. Donc vous voyez que le cheval était ce qui donnait le plus
de personnes kilomètres par jour après la marche, qui est là, en blanc, il y a 2 siècles. Donc il y a 2 siècles, en gros, le trajet quotidien d'un être humain, c'était 3 km à pied. Ça use, ça use. Parce qu'il y a 2 siècles, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'être humain ordinaire, c'était un paysan, et donc il faisait l'aller-retour entre la ferme et les divers endroits où il avait besoin de se promener pour faire son boulot, donc ses champs, ses vergers, etc., ses prairies, voilà ce qu'il faisait dans la journée, 3 km. Et puis du reste, il vivait toute sa vie durant sans aller à quelques centaines de kilomètres de là. Hein, voilà. Après, vous voyez donc le cheval. Ici, vous voyez l'essor de du train, pardon. Et puis, vous voyez surtout l'essor de la voiture, là, qui est devenu le mode dominant de déplacement aujourd'hui. Mais l'année où la voiture a supplanté la marche comme mode de transport dominant en termes de passagers kilomètres par jour, c'est les années 50. Donc moi, j'étais pas né, mais tout juste. Mes parents étaient nés et bien nés. Hein. Donc mes parents, qui étaient déjà nés à cette époque-là, sont nés dans un monde dans lequel le mode dominant de transport pour la population dans son ensemble, c'était la marche à pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi de ce que ça signifie par rapport au monde dans lequel vous vivez, vous. On a diminué le nombre de paysans, et comme je le disais tout à l'heure, on a donc mis ces paysans quelque part. Alors, où est-ce qu'on fait commodément de l'industrie puis des emplois tertiaires? Dans les villes. Historiquement, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est un lieu d'échange. Quand vous regardez les villes qui ont été construites il y a longtemps, elles sont toutes organisées autour de lieux d'échange qui sont la place de marché, j'échange des biens, le lieu de culte, j'échange des croyances et des règles morales, donc l'église, pour parler de la France, est toujours au centre, la mairie ou équivalent, c'est-à-dire j'échange des règles de vie en commun, l'école, j'échange des savoirs. Donc les lieux d'échange sont au centre, et géométriquement, le truc le plus efficace, c'est un disque, avec tout le monde autour, c'est là que c'est le plus compact, hein, le disque est la forme la plus compacte, autour des lieux d'échange, qui sont tous placés au centre. Une fois que vous développez des moyens abondants de produire et de transporter, à ce moment, il va se produire 2 phénomènes. 1, vous allez vider les campagnes. 2, vous allez mettre les gens là où c'est le plus efficace, de produire, et ensuite d'échanger la production. Où est-ce que c'est le plus efficace de produire et d'échanger la production? Dans les villes. C'est dans les villes que c'est le plus efficace de faire ça. Donc vous allez mettre les gens dans les villes. Et en augmentant l'énergie, donc c'est là que je veux en venir, vous augmentez la part de la population qui habite en ville. Alors voilà comment ça se passe pour le monde dans son ensemble. En 1960, vous avez 30%, un peu plus de 30% de la population qui habite en ville avec 3 tonnes de CO2 par personne, ce qui représente l'énergie fossile qu'on utilise, c'est-à-dire l'énergie tout court en première approximation. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 tonnes, donc on a augmenté l'énergie, et ça a permis de mettre quasiment la moitié de la population, les 2 tiers de la population dans les villes. Alors cette évolution, vous la voyez à vitesse accélérée dans les pays qui ont eu accès à vitesse accélérée à l'énergie, oui ? Oui, parce que vous déformez la structure de l'emploi. Et parce qu'un système dans lequel vous auriez laissé tous les artisans, chacun dans leur coin, avec des transports intermédiaires, c'est beaucoup moins efficace qu'un système dans lequel vous mettez 100 artisans ensemble, ça s'appelle des ouvriers, dans un seul lieu, que vous allez spécialiser pour une production où ça va devenir très efficace. Je vais vous le dire autrement, fabriquer des voitures. Si vous avez le boulon de 12 qui est fait à Brive, puis ensuite la mise dans la portière qui est fait à Aurillac, et puis ensuite le bout de portière qui est fait à Bordeaux, puis vous n'en sortez pas. Donc c'est beaucoup plus facile de tout rassembler au même endroit et d'avoir des opérations qui sont assemblées au même endroit. Après, quand les transports deviennent de plus en plus accessibles, vous pouvez aller encore plus loin là-dedans et hyper spécialiser sur certaines opérations, sur certains sites, puisque transporter ne vous coûte rien, et après amener à d'autres endroits où en masse vous hyper spécialisez sur autre chose. C'est pour ça, par exemple, il y a un constructeur qui assemble ses cabines de camions à un autre endroit que là où il les peint. Et entre les deux, vous transportez des cabines de camions pas peintes. Vous avez exactement la même évolution que vous pouvez constater sur la Chine, la même pour le Brésil, la même pour la Thaïlande, la même pour l'Indonésie, etc. Donc, plus d'énergie, je le redis, ça déforme la structure de l'emploi de la manière que je vous ai évoquée tout à l'heure, et les emplois qui apparaissent sont les plus efficaces si vous augmentez la taille des villes.
Alors vous pouvez augmenter la taille des villes tout en les étalant. Et c'est exactement ce qui se passe aussi quand vous avez accès à l'énergie abondante, parce qu'à ce moment, se déplacer en mode mécanisé devient facile, et donc vous essayez de faire le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un peu d'espace autour de chacun, tout en ayant des flux d'échange extrêmement importants. Et ça, vous n'y arrivez que si vous avez plein d'énergie. Donc dans la ville sobre en énergie, le truc le plus compact qui soit, c'est l'haussmannien. Hein, Paris est une des villes les plus denses au monde, malgré qu'on n'ait pas de tours très hautes, parce que quand vous avez des tours très hautes, il faut commencer à laisser un peu d'espace autour des tours. Hein, c'est compliqué de serrer les tours très hautes comme vous serrez les immeubles haussmanniens, qui sont collés les uns aux autres. Hein. Vous n'avez pas d'espace entre les immeubles, ils donnent tous sur la rue, mais après ils sont tous collés les uns aux autres. Avec les tours de 10 étages ou de 30 étages, c'est plus difficile de faire ça. Par ailleurs, c'est le mode le plus efficace quand vous n'avez pas une énergie très abondante pour vous déplacer, parce que vous pouvez tout faire à pied ou à la rigueur en charrette à cheval. Quand vous donnez une voiture à tout le monde, eh ben vous faites Los Angeles. C'est-à-dire que vous conservez les mêmes fonctions urbaines d'échange en étant capable de mettre la ville dans 100 ou 150 km de diamètre avec chacun ayant une voiture. Vous gardez les mêmes distances parcourues en 1 heure dans un urbanisme considérablement plus étalé. Alors c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez par exemple l'Île-de-France, voilà à quoi ressemble la distance domicile-travail qui est représentative de la densité qui est représentative des échanges du quotidien en 1975. Donc là où c'est blanc, c'est qu'on ne parcourt pas grand-chose. Alors en 1975, là vous avez une ville dense, les gens marchent pour aller au boulot. Là vous êtes encore à la campagne, les gens marchent pour aller dans leur champ. D'accord ? Voilà. Et puis voilà comment ça évolue au cours du temps. Et voilà où nous sommes au début des années 2000. Tous ces gens-là sont devenus des urbains, des périurbains, dont le métier est devenu un métier de type urbain, c'est-à-dire ils ne sont plus agriculteurs, ils sont employés de l'industrie, employés des services, donc ils sont rentrés dans ce système de déplacement qui est nécessaire à l'industrie et aux services, et ils utilisent leur bagnole, parce que là, il n'y a pas de transport en commun et qu'il n'y en aura jamais, et donc vous vous mettez à avoir des distances domicile-travail extrêmement fortes. Soit dit en passant, là où on va mettre le métro du Grand Paris, c'est là-dedans. Hein. Donc eux, ça ne va absolument pas régler leurs problèmes. Cette énergie abondante, elle a également permis d'augmenter le parc de logements et elle a permis de l'augmenter plus vite que la population. En 1900, allez, on va dire au moment des chocs pétroliers, le logement moyen en France faisait 77 mètres carrés, vous aviez un peu moins de 3 personnes dedans. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 2 personnes par logement, le logement lui-même étant devenu plus grand. Alors, évidemment, c'est l'énergie qui a permis de faire ça. Et donc l'énergie a permis notamment les divorces. Parce que pour divorcer, il faut avoir 2 logements là où vous n'en aviez qu'un. Sinon, ça ne s'appelle pas un divorce. Ça s'appelle des scènes de ménage, ce que vous voulez, mais ça ne s'appelle pas un divorce. Divorce, qui est une séparation physique, il faut avoir de quoi loger les gens. Et soit dit en passant, aujourd'hui, un des facteurs de pression à la hausse sur les besoins en logement en France, c'est les divorces. C'est probablement le premier facteur de pression à la hausse. Vous retrouvez ce que je viens de vous raconter dans ce petit graphique qui vous donne cette fois-ci, pour une année donnée, les émissions de CO2 par personne en fonction de la part de l'emploi dans les services. Et vous voyez que ce graphique dit tout, sauf le fait que quand vous augmentez les emplois dans les services, en proportion, les émissions diminuent. Il vous dit tout sauf ça. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas voir dans ce graphique. Alors voilà une autre manière, cette fois-ci en dynamique, pour le monde dans son ensemble. À nouveau, vous avez la part des emplois dans les services en 1991 et en 2014 avec les émissions de CO2 par personne, et vous voyez que les deux marchent de concert, et ça marche de nouveau de concert quand vous regardez des pays pris un par un, ça marche très bien. Autre évolution que l'énergie abondante a permis, c'est l'augmentation du flux de marchandises, puisque les transports se sont également appliqués aux camions. Là, il y a aussi quelque chose qu'il faut se sortir de la cervelle, qui est qu'on peut dématérialiser les transports en les remplaçant par des flux d'informations. Manifestement, ce n'est pas vrai. Quand vous regardez l'évolution concomitante des flux d'informations et des flux de transport, que ce soit dit en passant des marchandises ou des personnes, vous arrivez exactement au même résultat. Les deux évoluent de concert. Donc aujourd'hui, à l'échelle macroscopique, que de faire circuler plus d'informations permettrait de faire circuler moins de personnes ou moins de marchandises, c'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas comme ça. Mais le résultat brut, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la quantité d'informations qui circulent pour se dire, ah ben là, paf, le résultat que je vais obtenir, c'est qu'il y a moins de gens qui se déplacent ou moins de marchandises qui se déplacent.
L'énergie a donc restructuré le pays. Ce que je vous présente pour la France, c'est appliqué dans tous les pays qui ont eu accès à l'énergie, tous. Vous aviez des campagnes peuplées, des villes pas trop grosses. Vous êtes passé à des villes beaucoup plus grosses et des campagnes vides. Et les villes se sont étalées. Et tous les pays ont suivi la même évolution. Les seuls pays qui ne l'ont pas suivi, c'est ceux qui ont eu des obstacles géographiques qui se sont opposés à cette évolution. Alors je vais vous donner un exemple, la Suisse. La Suisse a effectivement fait grossir ses villes. Elle ne les a pas beaucoup étalées. Pourquoi? Parce que quand vous avez une ville qui est à fond de vallée, étaler la ville, ça veut dire grimper sur les flancs, et c'est compliqué. Alors ils l'ont fait un peu, en mettant des chalets un peu partout, mais ils ne l'ont pas fait de manière massive. Et en particulier, ils n'ont pas fait des hypermarchés en périphérie de ville, parce que mettre l'hypermarché en terrasse en haut de la ville, c'est plus compliqué que de le mettre en périphérie de ville. Donc vous avez... mais les pays, encore une fois, qui n'ont pas suivi cette évolution, c'est parce qu'ils ont eu une barrière physique qui les a empêchés de la suivre. Cette énergie abondante, c'est également appliqué aux loisirs. Alors, les loisirs ont augmenté parce que, comme les machines produisent à notre place, ça nous libère du temps. Donc, ça nous libère du temps pour les études. À l'époque où il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'études longues. Ça nous libère du temps pour la retraite. À l'époque où il n'y avait pas d'énergie abondante, il n'y avait pas de retraite. Ça nous libère du temps pour les vacances. Ça nous libère du temps pour ne rien faire le week-end. Et ça nous libère du temps pour ne travailler que 35 heures par semaine. Tout ce temps libre que nous avons gagné, nous le devons à l'énergie abondante. Donc là aussi, retenez quelque chose qui va s'appliquer non seulement à vous, mais aux gens avec qui vous allez travailler et vivre pour le restant de vos jours. Dans un monde à l'énergie contrainte, ce n'est pas l'augmentation du temps libre bien géré, on va dire, qui va s'appliquer. Ce que vous voyez ici, c'est une des occupations du temps libre qui s'appelle le tourisme. Et alors j'ai fait un petit calcul il y a quelques années, je ne vais pas changer l'ordre de grandeur, enfin je veux dire, je n'ai pas refait le calcul, mais l'ordre de grandeur est toujours le même. Et ça vous donne les émissions de gaz à effet de serre, donc à nouveau la consommation d'énergie fossile, liées à la façon dont on passe ses vacances. Alors là-dedans, j'ai fait rentrer le déplacement initial, le fait d'aller sur le lieu de vacances, en train, en voiture, en avion. J'ai fait rentrer la fabrication éventuelle de l'objet dans lequel vous habitez pendant vos vacances, la tente, la caravane. La résidence secondaire, j'ai considéré que si on la faisait construire, je comptais quelque chose. Si c'était la vieille belle-mère qu'il faut se farcir, on ne comptait rien parce qu'elle avait déjà sa maison qui était construite depuis longtemps. Et puis, j'ai également pris en compte les déplacements locaux s'il y en a, etc. Si c'est les vacances au ski, j'ai pris en compte le chauffage de l'appartement, parce qu'en général, le ski, c'est compliqué quand il fait très chaud, il fait plutôt un peu froid. Et donc, les appartements sont chauffés, préférentiellement au fioul, etc. Donc, j'ai pris en compte tous ces trucs-là. Et ce que vous constatez, c'est que la forme de tourisme la plus moderne, celle-ci, je vais me balader 3 jours à l'hôtel en prenant l'avion, c'est également celle qui suppose la plus grande quantité d'énergie consommée pour s'offrir une semaine de vacances. Inversement, le premier ça et ça, qui sont les formes de loisirs qui sont apparues quand les congés payés sont apparus, c'est-à-dire que les gens prenaient le vélo pour aller faire du camping ou ils prenaient le train pour aller faire du camping, c'est ça qu'ils ont fait au début, c'est les formes qui sont les plus sobres en énergie fossile, donc en énergie tout court, pour être exercée. Donc à nouveau, l'abondance énergétique a déformé nos modes de vie et on doit le fait de pouvoir bénéficier de cette offre de loisirs au fait que nous sommes sous perfusion énergétique tous autant que nous sommes. C'est pour ça que se développe actuellement en Suède, par exemple, depuis quelques années, parce que on en parle dans les médias depuis quelques semaines, mais en fait, quand vous regardez les statistiques, ça date d'il y a quelques années, un début de diminution de la quantité d'avions pris par les Suédois, qui est maintenant qualifié par les médias de honte de prendre l'avion. Alors, c'est parce que les Scandinaves ont une sensibilité environnementale plutôt plus développée que le reste des Européens, ce qui peut s'expliquer par des raisons historiques et géographiques. On va retrouver ça sur le plan économique avec ce que ça coûte exprimé en heures de temps de travail de prendre l'avion. Je vous redis, le vrai prix des choses, c'est les heures de temps de travail. Et ce que vous constatez, c'est que le prix exprimé en heures de temps de travail pour prendre l'avion a été divisé par un facteur extrêmement important
en l'espace de quelques décennies. C'est une autre façon de dire que l'énergie est devenue plus abondante, c'est-à-dire que c'est plus facile de s'en payer plein avec une heure de temps de travail. Hein, c'est la même façon. L'énergie actionne également des machines industrielles, et les machines industrielles vont vous servir à fabriquer tous les objets qui vous entourent aujourd'hui. Donc les tables sur lesquelles vous êtes accoudés pour certains, les chaises sur lesquelles vous êtes assis tous, les vêtements que vous portez, les lunettes pour certains, les chaussures, etc. Tout ça, ça a été fabriqué par des machines industrielles. Alors l'énergie actionne les machines industrielles, c'est donc l'exosquelette qui permet de faire tout, y compris les ciseaux, les produits de beauté et les films de Netflix. Mais ça sert également comme matière première. Donc vous avez dans l'énergie une composante qu'on appelle parfois non énergétique. Alors vous me direz, le non énergétique dans l'énergie, c'est quand même un peu compliqué. En fait, quand vous voyez des usages non énergétiques de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz, c'est que ça sert de matière première pour la chimie organique. Hein, toute la chimie organique est basée sur des dérivés du gaz et du pétrole. Alors là, il y a des Américains qui ont fait un petit test rigolo. Ils ont sorti d'une maison tous les produits qui contiennent des dérivés du pétrole. Ben, il ne reste rien. En fait, ils auraient également dû arracher les parquets parce qu'il y a du vernis sur les parquets, ils auraient dû arracher les rideaux, ils auraient dû arracher la tringle à rideaux, ils auraient dû enlever la peinture, enfin, ils auraient dû tout enlever, quoi. Donc le pétrole, aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose qui actionne une machine, c'est également la base de la chimie organique pour fabriquer la totalité des produits qui nous entourent, parce que vous n'avez à peu de choses près pas un produit qui vous entoure dans lequel vous n'ayez pas des dérivés du pétrole. Ces objets qui nous entourent, il faut les fabriquer. Derrière, certains d'entre eux vont également utiliser de l'énergie. Ici, vous avez par exemple l'évolution du taux en équipement électroménager. Alors, je n'ai pas trouvé de série plus récente. Il faudrait que j'y aille. Le taux d'équipement a considérablement augmenté partout. Mais vous avez aujourd'hui pas un ménage dans lequel vous n'ayez pas un frigo, un lave-linge, etc. Donc, vous avez tout un tas de trucs qui utilisent de l'énergie. Donc, l'industrie fabrique des objets et ça demande de l'énergie, et derrière ces objets, certains d'entre eux, on va les utiliser jusqu'à la tondeuse à gazon, etc., et ça va également utiliser de l'énergie, et vous voyez que les taux d'équipement augmentent, en gros, partout et tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, je le redis, divorcer, c'est énergivore. Parce que quand on divorce, il faut doubler les logements, du coup, vous doublez la consommation énergétique des logements si les deux logements enfin, plus exactement, vous l'augmentez à proportion de la nouvelle surface occupée. Vous avez besoin de fabriquer plus de logements, ça utilise de l'énergie. Vous avez besoin de meubler 2 fois plus de logements. Alors, il y a des trucs que vous ne doublez pas vraiment, mais il y a des trucs que vous doublez. Par exemple, vous avez 2 fois plus de lits. Chacun dort dans un lit. Vous avez 2 fois plus de lavabos, 2 fois plus de plaques de cuisson, 2 fois plus, etc. Donc tout ça, il faut le fabriquer. Quand il y a des enfants, pas toujours le cas, mais quand il y a des enfants, il faut ensuite les amener d'un foyer à l'autre. Ça demande des déplacements supplémentaires, parfois assez longs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont considérées comme normales, donc je dis encore une fois, la retraite, les études, etc., c'est l'énergie. Quand Mitterrand, en 1981, a dit « tout le monde doit aller à l'université », ce qui était la promesse implicite derrière de « tout le monde aura un emploi de bureau », c'était une autre façon de dire « je vous promets la société de l'énergie abondante infinie », puisque je vous ai montré tout à l'heure que tout le monde dans un bureau, c'est une société extrêmement énergivore. Donc à l'époque où Mitterrand a dit il faut que tout le monde aille à l'université, en fait, il a fait la promesse implicite qu'on allait pouvoir vivre dans un monde de machines pour l'éternité. C'est ça la promesse implicite qu'il a faite. Donc vous voyez que l'énergie, ce n'est pas du tout détachable de tout un tas de trucs, même et y compris de la façon dont on envisage l'accès à la compétence. L'hôpital, c'est très énergivore également. En France, l'hôpital, c'est à peu près 5% de l'empreinte carbone du pays. Donc, comme l'a dit un humoriste célèbre, si c'est les vieux qui utilisent le plus de services de santé, il n'y a qu'à supprimer la dernière année de vie. En attendant, ça pose quand même la question de savoir combien de temps, dans un monde à l'énergie contrainte, on pourra continuer à arbitrer en faveur des gens qui demandent un appareillage très lourd alors qu'ils sont déjà très vieux, et du coup en défaveur de tous les autres, y compris les jeunes. Voilà, donc l'énergie est partout. Alors une fois que je vous ai dit ça,